le tour de la mer du Nord, sur les corps, sur un rail d'eau d'argent. La ville s'endort sur les passants prévenus. On flotte le corps d'un marin qui dort. Hop là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Denis, live solo, en direct de la fonderie de Bretagne. Merci d'être présent, merci de suivre le live. Je vais vous demander, comme à chaque fois, un maximum de likes et un maximum de partage pour avoir un maximum de visibilité. Voilà. Donc on est à Lorient, à la fonderie de Bretagne, où voilà un plan est en train de, malheureusement, est en train de s'effectuer à la fonderie de Bretagne. Donc j'explique un peu vite fait. La fonderie de Bretagne, c'est le groupe Renault. Il y a 350 emplois directs qui sont menacés. Et voilà, donc gros comité de soutien aujourd'hui. Et voilà, il va y avoir des prises de parole, etc., etc. En tout cas, voilà, bonjour à tous, merci, partagez, je vous dis partagez un maximum, likez un maximum pour avoir un maximum de visibilité. Et puis bah c'est parti, on va y aller, on va essayer d'avoir des interviews, enfin voilà. Donc déjà beaucoup de monde, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà la fonderie de Bretagne. C'est l'avenue, oui, mais dans l'avenue, l'automne est venu. Quelle était belle sorcière, le président du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Et un éclair qui brille sur vos yeux qui scintillent. Et notre cœur frétille, nous sommes d'abord le temps perdu, perdu, nous avons de la retenue. Donc voilà, merci à tous, à toutes d'être présents. Hein. Je vous le demande encore, hein, pour avoir un maximum de visibilité. Bah, je vous demande de liker, de partager un maximum et voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier, hein, de me faire confiance là déjà depuis samedi par rapport au live qu'il y a eu au théâtre. Voilà, s'il y a eu autant de visibilité, autant de retours, c'est aussi grâce à vous, hein, ceux qui me suivent depuis la première heure. Donc je tenais à vous en remercier. Parce que là, il y a eu un gros impact ce week-end. Donc voilà. Je vais attendre un peu pour essayer d'avoir une interview déjà. Alors c'est pareil, je voulais rebondir un peu là par rapport à ce qui s'est passé samedi au théâtre. Voilà, pour une centaine de personnes qui étaient en train de danser samedi, on a fait tout. Il y a eu pas mal de commentaires négatifs et néfastes. Et d'un autre côté, voilà, quand il y a des rassemblements aujourd'hui, je pense que là, rien ne va se dire. Donc voilà, quoi, ça serait bien de réfléchir un peu avant de dire quoi que ce soit, quoi.
J'ai vu qu'il y avait le représentant CGT de la fonderie qui était là. Deux, trois mots vite fait. Deux, trois mots vite fait, il y a moyen. De qui? Deux, trois mots vite fait, il y a moyen. Benoît. Bah, il est occupé. Ah ouais. Ouais, faut que je vaille avec lui, mais il est occupé. Je t'ai déjà fait 20 après. C'est cool. Je pourrais te voir après. Je vois parce que après. Ok, ça marche. Bon, un peu compliqué pour avoir les prises de parole parce que tout le monde est bien sollicité, puis il y a pas mal de presse. J'essaye de voir éventuellement s'il n'y aurait pas d'autres personnes que je Il y a pourrais... des dockers qui sont présents aussi. Attends, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un du groupe. Bon, bonjour. Bonjour. Je suis un média indépendant. C'est possible de m'expliquer un peu ce qui se passe? Hop là. Je te laisse te présenter et puis nous dire ce qui se passe à la fonderie de Bretagne en fait pour que les gens puissent comprendre. Oui, donc je m'appelle Dominique, ça fait 15 ans que je suis ici. Donc j'ai connu le combat en 2009. On s'est battu parce qu'on avait été repris par un Bernard Tapie italien. On s'est battu, on a été repris par Renault. Donc ils ont investi dedans, ils ont mis des millions dedans et maintenant ils veulent nous lâcher alors qu'on tourne très bien et que c'est un gâchis. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça permet de voir en même temps l'argent public Ouais, où il ça. part parce que C'est ça qu'on 8 voit. milliards qui a été reversé encore l'année dernière. Quand on voit qu'ils nous donnent des milliards à Renault et ça c'est notre argent et Tout à fait. pour voir ce qu'ils font avec pour licencier des gens, non c'est inadmissible de voir ça. C'est clair. Ok, bah merci beaucoup, bon courage en tout cas. Je fais ça, je peins, je tape à la place. Je vais essayer de trouver, je sais qu'il y a des députés aussi qui sont là. Ouais, de toute façon, il va y avoir des prises de parole qui vont être faites. De partir encore. Il cousait sa vie si le temps vous ennuie. Ah bah voilà. Ah bah. Ça va Alex? Salut. Alex, ouais. Bonjour. Tu fais des lives. Je suis un média indépendant, je pourrais vous voir tout à l'heure éventuellement. Merci beaucoup. Je suis preneur de cours à Ah. Bonjour. Ah oui, là c'est Alex Michel. quand même 10h, 10h30. Ça, c'est le mignon. Ce sera le crochet du boucher. Alors ne traînons pas, on rigole. On rigole, on rigole. Et c'est comme ce qu'il y a dans le
société. Le reste n'est qu'affaire de branquignol. Muragnol, il y a toujours les uns et puis les autres. Il y a toujours les temps pour les gens. Amis, je suis mais je folle. Donc n'hésitez pas à liker, partager un maximum hein, pour avoir un maximum de visibilité. Pour ceux qui rejoignent le live, on est en direct de la fonderie de Bretagne à Lorient. Voilà où un plan social est en cours, où il y a 350 emplois directs, je dis bien directs, qui sont menacés. Parce qu'il y a aussi les emplois indirects aussi, voilà, tout ce qui est intérimaire, tout ce qui est sous-traitant, etc., etc. Voilà. Faut pas oublier que le groupe Renault, voilà, c'est énormément d'argent qui ont été versés par les caisses de l'État. Et voilà, et je pense que cet argent est très 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 mal exploité, malheureusement. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéaux. Que tout ça c'est à l'école. Quand on tombe les quatre vérités, la vérité de toi que tu recolles. Alors on ira peut-être faire un petit tour tout à l'heure, je vais voir, parce que le planning va être chargé. On ira peut-être faire un petit tour après au théâtre de Bretagne aussi, où il devrait y avoir des prises de parole. De toute façon, il y a des agoras tous les jours au théâtre de Bretagne. Et on ira faire un petit tour tout à l'heure aussi. Bon, en tout cas, il y a énormément de monde, hein, beaucoup de soutien. Bon, après, là, aujourd'hui, c'est piqué de grève, hein, de toute façon. Hein, donc, voilà. Dans cette bouillabaisse faisandée, le nez pas dans le vent, mais dans la colle. Alors ça n'y va dans l'au-delà. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Hein, merci pour votre confiance. Merci de suivre Live Solo. Je vous serai jamais autant reconnaissant. Voilà, j'ai beaucoup d'abonnés ce week-end et voilà, la page si elle avance, c'est grâce à vous. Donc je vous en remercie en tout cas. Et voilà. Donc pour ceux qui rejoignent, hein, voilà, nous sommes à la fonderie de Bretagne, à côté de Lorient, à Caudon exactement, où voilà, un piquet de grève était prévu dès aujourd'hui. Donc il va y avoir des prises de parole. Hein. Salut Yannick. J'en profite pour faire les petits coucous en même temps. Bonjour Daniel. Je vais essayer. Ouais, bah, je vais m'arrêter à Daniel, sinon je risque d'écorcher ton nom. Franceschi. Ouais. Non, bah Daniel. Bonjour Daniel. Salut Yannick. Bah écoute, bon courage à Yannick, hein, si pour ta jambe. En tout cas, il y a un gros comité de soutien parce que je vois que ça vient de gauche et de droite. Enfin, quand je parle de gauche et de droite, je parle géographiquement parlant. J'ai vu qu'il y avait PS Arrête qui était là. J'ai vu des gens de Quimper.
Ouais, désolé Daniel, hein, voilà. C'est pour ça que valait mieux que je m'arrête au prénom. Les Corses sont les hommes sur les gars, les corbeaux. Je pense qu'en italien, ça doit être Franceschi, mais je suis pas sûr. Du concerto des charmants. Oui, j'ai d'autres lives prévus cette semaine. Bah, déjà tout à l'heure, j'irai sûrement faire un tour au théâtre. Demain encore le théâtre. Je vais voir aussi comment ça se passe avec la fonderie. Parce que là, du coup, il y a 2 événements en ce moment. Donc la fonderie et puis l'occupation du théâtre de Lorient. Samedi, il y a un appel Gilets jaunes à Saint-Brieuc où je vais aller parce que j'ai jamais été à Saint-Brieuc, ça va être l'occasion. Et puis ça va permettre de voir comment ça se passe au niveau Gilets jaunes. Et puis voilà quoi. Mais ouais, pas mal de live en perspective de prévu. Ouais. On est en train d'interviewer Alexis Corbière, juste devant. Je l'ai vu déjà. Et il y a Bibi, qui a mis son gilet. J'ai vu. Oui, donc j'ai aperçu, enfin vous avez dû le voir à travers le live, il y a Alexis Corbière qui est là et je vais pouvoir aller l'interviewer. De toute façon, je vais aller voir d'ailleurs s'il y a moyen de... Ouais, Alexandre, ouais. J'ai pris toutes les pièces qu'il faut ici en photo pour mettre dans ton album. Putain, tu peux te dire 2 secondes, il faut que je fasse mon lacet. Porte un nom, on l'appelle fille de rien. Les Corses sont les arbres, sont nos sorts, nos oripeaux. Et légère, passagère, je plongerai dans les eaux. Bon, on va essayer d'aller voir monsieur Corbière. T'essayes de me le lâcher aussi. Oui, carrément. La parole. Parce qu'il va augmenter après aussi. On va essayer sur la prise de parole. Parler de moi. J'aimerais faire Non, j'ai pas de cagnotte en ligne. Pour l'instant, j'y tiens pas forcément. Voilà, Voilà. Merci de demander en tout cas. Généralement, les cagnottes sont malvenues ou mal perçues. Donc pour l'instant, j'arrive à me débrouiller comme ça. Donc voilà, pas de cagnotte. Pour l'instant, en tout cas. Après, je vais expliquer aussi le pourquoi du comment. Pour l'instant, je ne prends pas de cagnotte. C'est que je reste essentiellement en local, voire en régional. Donc, ça ne me demande pas un gros budget à chaque fois pour pouvoir partager mes lives. Donc, voilà.
Et puis la richesse ne se fait pas spécialement par la cagnotte, mais par la qualité des lives. Bah, je me rémunère comment? Actuellement, je suis au chômage, donc voilà, je suis demandeur d'emploi, donc j'ai relativement le temps. Et puis voilà quoi. Donc je suis demandeur d'emploi, j'ai voilà, vu qu'on est parti pour parler de moi, je suis demandeur d'emploi avec le statut travailleur handicapé, voilà. Donc je suis en recherche de reconversion professionnelle. Ouais. Il t'a filmé même pendant qu'il est à la Oui, bien sûr. Salut jeune homme. Ça va et toi? Bien. Oui, toi tu peux demander d'apporter un soutien d'abord aux salariés concernés. Donc Monsieur Corbière qui est présent. Non, ça me coûte rien. Du fait que je reste en local, ça me coûte rien ou très peu, quoi. Et au pire, quand je fais des déplacements, c'est pas des gros déplacements, donc du coup, je fais en sorte de faire des covoiturages pour limiter les frais au niveau des défraiements, voilà. Ça change. Il y a du monde ou quoi? Je suis à Pôle emploi et j'attends pour passer à Cap emploi. Mais je vous dis, on n'est pas là pour parler de moi. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, parce qu'on me demande pourquoi je fais pas une cagnotte, machin et tout. Voilà, exactement, les handicapés de la première heure, et puis voilà. Ouais, 14 pour l'instant. Ça réagit un peu? Ouais, un petit peu, ouais. Enfin là, ça réagit sur ma personne, en fait, pour l'instant, ouais. C'est bien. Ouais, bon, enfin, c'est pas le but, non. Venir ici, c'est apporter un soutien à ceux qui sont d'accord avec l'idée et c'est prendre l'engagement aussi pour la santé nationale avec on va interroger pour le chien, on va mener cette bagarre en lien avec C'est quoi ton programme? Voilà, la fonderie, là, et puis peut-être le théâtre, après, je vais voir. Ouais, Monsieur Corbière. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Prends des photos. Ouais, tu nous en enverras. Monsieur Corbière, du coup, un petit mot, voilà, je suis live solo, un média indépendant. Nous expliquer votre venue. Je suis venu en solidarité avec cette mobilisation, avec les salariés de l'usine. 350 salariés sont concernés, peut-être 1000 emplois sont en jeu. Donc c'est pas qu'une affaire locale, pas qu'une affaire bretonne, c'est une affaire nationale. Il faut maintenir cet outil de production parce que c'est utile, parce qu'il est hors de question qu'il s'en aille pour que les mêmes choses soient produites dans un pays où le seul intérêt ce serait que les salariés soient payés moins cher. Tout ça fait baisser le niveau. Et puis on a aussi un lieu qui a été aidé par de l'argent public. 5 milliards d'argent public aussi dernièrement, je crois, au groupe Renault. 8 milliards, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Sans que ce soit conditionné au maintien de l'emploi. Donc là, on est dans du gaspillage d'argent public si on laisse faire. Voilà, tous ces sujets amènent à se dire que cette affaire, au-delà du cas précis, et je ne vois pas les salariés comme uniquement un exemple national, mais c'est une affaire nationale qui dépasse, si je puis dire, le combat local. Bien sûr. Il faut que ça reste ici. Il faut que l'argent public, quand il vient aider des entreprises, soit conditionné au maintien de l'emploi. Je le dis d'autant plus que je suis là aujourd'hui. J'étais avec les salariés de Carrefour l'autre jour, le grand groupe Carrefour qui a fait du profit pendant la crise et qui va licencier plusieurs de ses salariés en reversant des sommes importantes à ses actionnaires. J'étais avec les salariés de Roissy-Charles de Gaulle l'autre jour, pareil, où c'est près de 30 000 emplois dans le bassin autour de l'aéroport qui va disparaître. Donc ce que je voudrais pas, c'est qu'on parle beaucoup de la troisième vague Covid très importante, mais il risque d'avoir une quatrième vague sociale qui va coûter très cher
économiquement, socialement, psychologiquement. On sait très bien que toute cette situation de détresse va encore plus disloquer notre pays. Donc voilà, c'est le moment que le gouvernement entende cette mobilisation et puis aussi qu'on réfléchisse à ce qu'il faudrait une politique qui planifie tout ça. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on produit? Comment on utilise cet argent public nécessaire? Voilà, et pas seulement un peu une gestion comme la crise du Covid d'ailleurs, un petit peu à la petite semaine, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on donne de l'argent ici, on ne conditionne à rien, etc. Donc voilà, cette lutte ici, elle est symptomatique de tout ça. Bien sûr, et puis c'est vrai que du coup, par-dessus tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on a tendance à mettre plus en avant les problèmes sanitaires par rapport au Covid, et on oublie tout ce qui se passe derrière, c'est un petit peu malheureux. Je ne sais pas en même temps si vous avez pu voir ce qui s'est passé au niveau du théâtre, entre autres sur l'Orient, ou comme les événements qu'il y a... Ouais, c'est prévu, je pense qu'on se retrouvera là-bas. Il y a plein de petites luttes, alors les gens ont un peu la tête ailleurs actuellement, il faut faire attention au Covid, bien sûr. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de secteurs là qui se mobilisent. Le secteur de la culture, vous l'avez évoqué, tous ces secteurs industriels, le service public aujourd'hui qui est très malmené, nos hospitaliers qui n'en peuvent plus, même s'ils sont très courageux, mais dès que vous discutez avec des gens qui sont directement liés à cette absurdité de tension due au fait qu'on a, depuis un an, on n'a pas ouvert un lit de réanimation supplémentaire, on en a fermé 7400 depuis 2 ans. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, et ce qui se passe ici, comme ce qui se passe dans d'autres endroits, est symptomatique qu'il y a aussi une résistance et une volonté d'une autre politique. C'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui et qu'on va le dire avec ceux qui sont mobilisés. C'est sûr qu'en tout cas, en ce moment, on sent qu'on a un gouvernement qui nage à l'envers par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ouais, voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Non, je me suis fait flasher. Voilà, donc vous avez eu l'intervention de Corbière en direct. De toute façon, après, on sait très bien par rapport à tel ou tel événement, on sait très bien qu'il y a un rattachement politique qui se fait à chaque fois. Ça, on n'y peut rien, on n'y pourra rien changer, hein, malheureusement. On va s'éloigner un peu de la musique. Je cherche pas Francis. Qui est Francis? Francis Cabrel? Bah, TBO, TB Sud qui est là, qui m'ont fait un joli coup de pub hier. Je vais aller me présenter d'ailleurs et les remercier. Bonjour, live solo, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez contacté. C'est quelqu'un du Télégramme, je pense, qui vous a contacté. Télégramme et j'ai eu TBO aussi. Ah, TBO peut-être, Ouais, parce que les images avaient été retransmises hier, enfin les images que j'avais. Ah oui, les images de samedi. Ouais. Donc du coup, merci. Ah oui, merci à vous. Voilà, on va remercier les concurrents en même temps, voilà, qui partagent mes lives. Après, eux, ils les interprètent à leur sauce. Hein. Moi, je fais juste partager mes images. Hein. Voilà, moi, je suis un média indépendant qui diffuse. Après, chacun est libre d'en faire ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est juste une utilisation de mes images. Je leur donne accès, je leur donne l'autorisation. Après, quand ça va pas, faut pas, parce que ça, c'est pareil. Il y a des personnes qui se sont retournées contre moi en disant « Ouais, t'as pas honte de partager tes images, t'as vu ce qu'ils en font, comment elles sont exploitées. » Chacun est libre d'exploiter mes images comme il le souhaite. Hein. Moi, je suis un média indépendant qui partage et qui montre ce qui se passe. Après, les interprétations qui se font à travers mes images sur d'autres groupes ou sur d'autres ou à travers d'autres journalistes, ça les regarde que eux, ça me regarde plus. Hein.
Merci Daniel. Merci Armen. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, allez-y. Je vous dis, pour avoir un maximum de visibilité, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, plus vous partagez et plus vous likez, et plus il y aura de la visibilité, et plus Live Solo pourra monter en flèche. Après, c'est pas que je cherche à faire le buzz, bien au contraire, c'est plus pour montrer voilà ce qui se passe en local. Après, moi, les propos, c'est pas moi qui les tiendrai, ça sera à vous d'intervenir comme vous le souhaitez, en respectant bien sûr un minimum, quoi. Après, c'est pareil, hein, pour rebondir, on sait pertinemment que les réseaux sociaux, voilà, les médias indépendants comme moi font de l'ombre aux grosses chaînes d'information, hein, parce que voilà, ça permet de couvrir des choses que d'autres ne font pas forcément, malheureusement. Alors pareil, je vais vous expliquer pourquoi liker aussi. C'est que les likes, dès l'instant que vous likez, le live, les gens qui sont sur vos pages Facebook voient que vous interagissez par rapport au live, et ça permet de capter d'autres gens et de faire venir un maximum de personnes sur le live. Donc les partages, les likes, et voilà. On va s'approcher parce que j'entends... Ouais. Le bac à crasse. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Vous êtes... Bon bah tiens, on va en profiter largement. Pardon. Ouais, t'as vu, ça fait parler le live de samedi au théâtre. Eric, c'est parti. C'était prévisible, ça va être... Oui, bah c'est sûr que c'était prévisible de toute façon. Après, comme je disais, le plus beau pied de nez qui pourrait être fait, c'est que justement qu'il n'y ait aucun retour négatif sur le plan sanitaire par rapport à ça. Et ça permettrait de se rendre compte qu'on peut reprendre les festivals ou autres. En tout cas, la préfecture, elle a considéré qu'il n'y a pas de problème, elle n'a pas interdit. Ouais, non, mais après, comme je disais, peut-être que le maire il est plus fait que le préfet, peut-être qu'il est plus compétent. Il a laissé son coupé de mandat, il a dû être préfet. Ouais. Mais bon, après, comme je dis, hein, dès l'instant que je partage publiquement, forcément, mes images sont reprises et puis sont interprétées. Hein. Après, voilà.
Tu vois quelque chose? Ouais, un peu à contre-jour, mais ça va, pas trop. On m'entend là, vous m'entendez là-bas? Bonjour là-bas, on entend? Bonjour à tous. 12 ans. Cela fait exactement 12 ans que nous avons mené un combat, une lutte, afin de revenir dans le groupe Renault. Cette lutte paraissait utopiste aux yeux de beaucoup de personnes. Mais le résultat final était bel et bien le retour de la SBFM dans la firme Losange. 12 ans plus tard, Renault, à travers les déclarations du Sénat au mois de mai 2020, décide une fois de plus de se séparer de la Fourrie de Bretagne. Le mouvement que nous avons mené l'année dernière n'était pas vain. Mais souvenez-vous, je vous affirmais que le plus dur restait à venir. Nous avons vécu 9 mois difficiles, harassants, anxiogènes, traumatisants, dans les corps et les esprits. 9 mois durant lesquels Renault a mis en place une revue stratégique qui n'avait que pour but de confirmer les propos de Sénart. FDB n'a pas vocation à rester dans le groupe Renault. Nous, vous, avez accepté énormément de contraintes suite à l'incendie de mai 2019 qui avait détruit notre outil de travail. Des changements d'horaire, de poste, de l'activité partielle, des ponctions de jours de congé, afin de redémarrer notre usine en reconstruction. Le professionnalisme des salariés de FDB n'est plus à démontrer. Suite à l'incendie, les ingénieurs, techniciens ont mis tout en œuvre. Déplacements, heures supplémentaires, afin de paner les usines de montage Renault, Dacia et BMW. Et comme dit précédemment, tous les salariés se sont adaptés, parfois sous la contrainte, aux exigences de notre donneur d'ordre, Renault. C'est pour ça que nous avons parlé de trahison, et que nous le disons encore haut et fort aujourd'hui. Comment peut-on trahir les salariés de FDB à ce point, alors qu'en mai 2019, ce fameux de l'osmosos, qui était le bras droit de Bolloré, nous affirmait quelques jours après l'incendie, patience, confiance. Comment peut-on construire une usine, la faire redémarrer, et 3 mois après dire stop? Comment peut-on reprendre une usine en 2009 et dire 12 ans après stop? Quel business plan était prévu pour FDB en 2009? Quel business plan était prévu pour FDB en 2019? A-t-on affaire à une bande d'amateurs ou plutôt une bande de dirigeants sans envergure industrielle, sans conscience, sans but défini pour l'entreprise, mais avec pour seul objectif obtenir du cash afin de remplir les poches d'une minorité? La pseudo-revue stratégique mise en place, orientée par un cabinet externe, le cabinet Advancy, est la preuve de la trahison du groupe Renault. En tant que représentant du personnel au CSE, nous avons mandaté également un expert sur cette revue stratégique. Et la conclusion finale entre ces deux expertises est abyssale. 150 millions d'euros d'écart entre ces deux études sur les 10 années à venir. Comme on se doutait, la transparence et la qualité des informations n'ont pas été au rendez-vous. Notre voix n'a pas été écoutée. La démarche s'est soldée par un échec. Cependant, cette revue stratégique est basée sur des mensonges, des approximations comptables, l'oubli de la responsabilité de Renault dans les retards du nouveau chantier, et des tonnages, et surtout par une volonté de leur part de nous démolir. Ils ont mandaté un cabinet, Advancy, qui avait pour mission de flinguer FDB. Comment peut-on simuler une trajectoire pour FDB sans connaître les coûts d'usinage et de peinture, avec des prix de revient par famille de pièces que Advancy qualifie de peu fiables,
mais sur lesquels ils s'appuient pour nous condamner. Comment peuvent-ils justifier le manque de compétitivité de FDB en nous montrant les prix de pièces de nos concurrents qui couvrent après à peine les frais variables de FDB? En revanche, lorsqu'on leur demande qui sont ces fondeurs, les volumes livrés, leur localisation, leur capacitaire, secret défense. L'étude Advancy nous annonce 116 millions d'euros de besoins en financement en 10 ans, mais sans aucun détail de l'évolution sur ces 10 ans et en entérinant une baisse des prix de vente qui pèse pour 62 millions d'euros. Pendant que CKFI nous affirme que dans 10 ans, nous pouvons être positifs financièrement. Je ne vais pas faire de bonne pub pour ce cabinet, qui ose dire que le prix des pièces au kilo est les mêmes pour toutes nos pièces. Alors que l'on sait tous qu'il faut 12 personnes de moins pour fabriquer un porte-fusée par rapport au boîtier de différentiel. Ils préparent notre mort en prenant dans leur analyse des taux de rebut de rendement qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et ils continuent avec des documents où l'année 2020 n'apparaît même pas dans les chiffres comptables. Et surtout, n'oublions pas que les volumes, c'est bel et bien Renault qui les enlève de Fonderie de Bretagne. Le bisourcing imposé qui nous pénalise, c'est bel et bien la volonté de Renault de mettre sous perfusion notre usine. Nous vous avons fait des propositions, que ce soit sur le passage en aluminium des porte-fusées, sur une montée en volume des boîtiers, sur un rachat de carrière pour la main-d'œuvre de structure afin d'être transférée en main-d'œuvre directe. La situation est la même qu'en mai 2020. Ils nous ont menés en bateau, comme certains d'entre nous s'en doutaient. Les salariés nous ont demandé de leur faire confiance pendant cette revue stratégique. L'histoire nous donne raison une fois de plus. Il faut savoir que nous n'allons certainement pas laisser cette situation pourrir. Bien au contraire. Ils ont en face d'eux des salariés échaudés par une situation similaire vécue entre 1998 et 2009, qui se battront jusqu'au bout pour rester dans le groupe Renault. Le vent de la colère monte. Il est rassembleur. Les voilà prévenus. Il est important de comprendre que Renault n'a aucun argument valable pour abandonner Fonderie de Bretagne. Parce que Fonderie de Bretagne, ce sont des hommes et des femmes compétents, attachés à leur usine, fiers de leur métier, de leur savoir-faire, et qui ont prouvé dans cette période leur motivation et détermination à faire perdurer la fonderie. Fonderie de Bretagne est une usine neuve, capable de produire la totalité de demandes en porte-fusée et boîtier directionnel de Renault. Fonderie de Bretagne est une usine reconnue par un autre constructeur, BMW, qui nous confie la fabrication de boîtiers et nous consulte actuellement sur de nouvelles pièces. Fonderie de Bretagne est une usine en constante progression et atteint les objectifs en termes de rendement et de qualité imposés par Renault. Fonderie de Bretagne est capable de passer le virage du porte-fusée en aluminium en 2025, si Renault y met l'envie et les moyens. Ses salariés sont prêts à entendre qu'il faut transférer de la main-d'œuvre de structure en main-d'œuvre directe. Mais pour rappel, ce que reproche Renault sur son dossier de la main-d'œuvre, c'est bel et bien l'ancien directeur qui a mis cette politique en place. Et nous en faisons les frais aujourd'hui. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de sa gestion catastrophique, de ses investissements ratés, qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Dans ce dossier, une fois de plus, ce sont les salariés, aidés de leur syndicat CGT Fonderie de Bretagne, qui ont mené seuls cette lutte. Nous avons besoin pourtant de tout le monde, et bien sûr des pouvoirs publics, qui à travers leurs décisions impactent la vie des salariés et de leurs familles. Nous avons besoin de soutien, d'actes et de prise de décision cohérente, avec en ligne de mire la pérennité de notre fonderie dans le groupe Renault. Nous ne voulons pas revivre l'ère italienne. Nous ne voulons pas vivre l'enfer qu'ont subi les fonderies du Poitou. Des hommes ont parlé à la sortie du confinement de l'année dernière. Le ministre de l'économie, ainsi que le président de la République. Et leurs propos étaient clairs. Il nous faut produire davantage en France, produire plus sur le sol français pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. Que ces paroles ne soient pas vaines, mais qu'elles se concrétisent par des prises de position franches, surtout lorsque l'on garantit un prêt à hauteur de 5 millions d'euros à Renault. 5 milliards d'euros à Renault. Excusez-moi. Et la Fonderie de Bretagne est en train de subir, parce que vos paroles ne restent que des paroles. Et que notre production est délocalisée à travers l'Europe, en Turquie et jusqu'au Brésil. C'est cela la réalité. Une trahison à tous les niveaux, que ce soit Renault, les pouvoirs publics, le ministère de l'économie, jusqu'à notre président de la République. Nous, salariés de Fonderie de Bretagne, sommes convaincus que notre combat est juste, légitime, crédible. Ce que nous vivons est une conséquence du libéralisme à outrance, sponsorisé, validé par les politiques.
le monde d'après qui devait voir le jour ne se lèvera jamais. Sauf si tous les salariés s'emparent du sujet et arrivent à démontrer que la logique financière nuit au travail, aux travailleurs et aux travailleuses. Merci. Bravo. Je vais passer la parole à Jean-François, le délégué syndical central CGT Renault. Tout d'abord, merci à tous d'être présents, aux camarades qui viennent de Batilly, aux camarades qui viennent de Cléon, de Douai, de tous les sites Renault présents, Le Mans, le Technocentre, Villiers-Saint-Frédéric. Merci à tous et aux camarades des autres industries, des unions locales du secteur. La fonderie du Poitou, qui est là aussi présente aujourd'hui. Voilà. Trahison de la direction générale du groupe Renault. Les syndicats CGT du groupe Renault, présents dans leur ensemble à Caudan aujourd'hui, dénoncent l'attitude de la direction générale, tout comme celle de la direction des ressources humaines, leur mépris vis-à-vis de nous, salariés. Après une revue stratégique de plusieurs mois, l'expert du comité social économique et les organisations syndicales ont démontré la viabilité de la fonderie de Bretagne et dénoncé la responsabilité du constructeur concernant la situation économique de la filiale. La CGT du groupe Renault conteste les conclusions de l'expertise commanditée par la direction, construite autour d'hypothèses et de chiffres tout à fait fantaisistes. En 2019, M. Delosmozos, directeur des fabrications Monde, déclarait devant vous, les salariés, je cite, patience, confiance. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le constructeur décide de liquider sa filiale, pourtant essentielle à la cohérence du groupe et pour une réelle politique industrielle comme le défend la CGT Renault. En 2020, Jean-Dominique Sénard se permettait de déclarer, avant l'annonce du plan d'économie de 2 milliards d'euros, pas de souffrance sociale. Les licenciements, les fermetures de sites, les délocalisations ne seraient pas pour lui destructeurs pour les femmes, les hommes et leurs familles. Le plan d'économie présenté par Madame Delbos est purement financier et a pour seul but de satisfaire les chantres du capitalisme. Il prévoyait la fermeture immédiate de la fonderie de Bretagne, la fermeture du site de Choisy en région parisienne, spécialisé dans l'économie circulaire, avec le transfert de l'activité sur le site du Mans, de Flins, pardon. L'arrêt de la construction de véhicules à Flins au profit d'un hypothétique projet d'économie circulaire et de reconditionnement de véhicules d'occasion. L'arrêt des fabrications des véhicules alpines à Dieppe. Des menaces importantes sur les sites du nord de la France, Maubeuge, Douai, la STA à Ruiz. À l'ingénierie, le plan d'économie se traduit par l'arrêt de projets, la délocalisation des études sur des centres de recherche et développement à l'étranger. Le plan de rupture conventionnelle qui prévoit 1900 départs sur les 2500 suppressions de postes dans les fonctions globales. Ce plan n'allant pas assez vite, suffisamment vite, au goût de M. Leborgne, directeur de l'ingénierie, il n'hésite pas à annoncer l'externalisation de secteurs avec le transfert de contrats de travail dans les centres d'essai de Lardy et Aubevoie dans l'Eure. La CGT du groupe Renault dénonce l'absence de stratégie industrielle pour répondre aux besoins de mobilité des populations. Le réseau commercial n'est pas en reste. Après la vente de 9 succursales en 2020, pour l'année 2021, c'est 7 succursales, dont des régions entières qui seront sacrifiées, à l'exemple du Nord.
L'interrogation est importante. Qui mieux que notre propre réseau pour vendre, distribuer et entretenir nos véhicules et fabrications? La CGT considère que l'avenir de la filière automobile française doit être débattu avec les salariés, les populations et les élus politiques. Nous ne pouvons pas laisser aux seules directions d'entreprise d'imposer leur stratégie dont les méfaits sont trop bien connus par les salariés, leurs familles et les territoires. Ces dernières décennies, Renault, PSA et les principaux fournisseurs imposent à tous les pans de la société une stratégie exclusivement financière. Dans cette conception néolibérale de l'entreprise, n'ont pas vocation à concevoir et à fabriquer des voitures soucieuses de l'environnement. Leur stratégie financière vise exclusivement la création de valeur au service des actionnaires et des dirigeants d'entreprise. Leur stratégie produit s'inscrit dans ce mode de pensée, vendre des voitures à forte marge fabriquées dans les pays à faible niveau social, pour générer ainsi des taux de profitabilité aux ambitions illimitées. La recherche et développement, la conception, la fabrication sont alors au service exclusif de la rentabilité à court terme. Pour les mêmes raisons, les constructeurs ont imposé la dieselisation du parc automobile sans les investissements nécessaires pour les moteurs plus propres, le développement de grosses voitures polluantes, inaccessibles pour la grande partie de la population. Les externalisations et délocalisations d'une part importante, croissante, des activités de la filière automobile française génèrent des fermetures de sites et des milliers de suppressions d'emplois. Au prétexte de sauvegarder certains sites, les emplois qui n'ont pas été encore supprimés, les salariés sont le plus souvent contraints d'accepter une baisse drastique de leurs conditions sociales, salaire, primes, temps de travail, pour espérer garder leur emploi pour un temps court. La mise en concurrence des salariés français avec ceux des pays les plus démunis socialement est désormais monnaie courante. C'est une catastrophe sociale et environnementale rendue possible parce que les gouvernements qui se sont succédés et une part importante d'élus locaux ont accompagné et promu les directives des entreprises. Ils leur accordent en continu des millions de fonds publics sans un seul instant se soucier de leur utilisation. Sans concertation aucune avec les salariés, leurs représentants syndicaux, les autorités politiques ont décidé de généraliser au cours de la prochaine décennie le tout électrique, sans prendre en considération toutes les conséquences et les données du problème. Le patronat de la filière automobile française s'engouffre dans cette voie et en profite pour poursuivre les délocalisations qui ne conservent en France qu'une part des activités liées aux véhicules électriques. Et là encore, aucun débat n'a eu lieu sur la réalité du pseudo-vertu du tout électrique. Avec de l'argent public, il continue de couler à flot, sachant que le véhicule électrique n'est qu'une solution parmi tant d'autres. Les entreprises s'exonèrent des coûts, des dégâts sociaux et environnementaux considérables qui, avec l'aide de l'État, en font supporter le prix fort aux populations. On ne résoudra pas les questions environnementales sans résoudre les questions sociales. Le devenir de la filière automobile française ne peut plus être aux seules mains des dirigeants d'entreprise et des politiques qui les accompagnent. Les politiques se doivent d'être au service du bien commun, de l'intérêt des populations et de l'environnement. La filière automobile française doit-elle conforter son activité
au seul service de la production de dividendes pour une poignée de nantis usant par ailleurs des fonds publics colossaux, ou répondre aux besoins des populations conjuguant progrès social, sociaux, environnementaux et aménagement du territoire. C'est cette question que la CGT Renault et la Fédération des travailleurs de la métallurgie va mettre en débat dans les départements et au niveau national pour le devenir de milliers d'entreprises et d'emplois en France. La CGT invite les populations, les salariés, leurs organisations syndicales, les élus politiques locaux et nationaux à venir débattre du devenir de la filière automobile. La perspective de décision collective pour défendre l'intérêt commun doit s'imposer aux entreprises et la pierre angulaire de ce débat. Pour sa part, la CGT Renault travaille sur des pistes de réflexion et des propositions concrètes pour une industrie automobile française au service du progrès social et environnemental. La CGT du groupe Renault fait des propositions applicables immédiatement. Vous pouvez les trouver sur l'application CGT Renault. Ce projet industriel est avant tout social, sociétal et environnemental. Relocalisation de production dont l'enjeu est la meilleure répartition du travail entre les sites en surchauffe, Turquie, Maroc, Roumanie, et les sites en chômage partiel. Amélioration des conditions de travail, baisse du temps de travail pour tous. Localisation de la production de véhicules d'achat sur les sites de l'Hexagone. Production d'un petit véhicule électrique attractif en France. Recherche et développement autour de différentes formes d'énergie, le gaz naturel vert, la bioéthanol, l'essence, le diesel, l'hydrogène, la pile à combustible. Une gamme de VU avec un petit véhicule dernier kilomètre. La mobilisation que vous avez organisée en mai 2020 a fait reculer la direction générale. Nous devons continuer à nous mobiliser, à débattre sur les ambitions des directions d'entreprise. Pour la filière automobile France, une politique industrielle créatrice d'emplois sur tout le territoire. D'autres initiatives sont d'ores et déjà bien prises. Bien sûr, sur les sites tels que à Aubevoie-Lardy, site d'ingénierie le 30 mars, les syndicats CGT Renault organise une manifestation le 8 avril devant le siège à Boulogne-Billancourt pour une autre politique industrielle chez Renault. Bravo. Oui. C'est un camarade, hein. C'est un camarade, il va pas être affecté le micro. C'est des petits qui veulent venir. Notre présence ici a un seul but, celui d'apporter notre soutien aux salariés de la fonderie de Bretagne. C'est par ce même élan solidaire que les métallos du Morbihan, de Bretagne et de France se sont joints à vous dans la lutte ces dernières années. Aujourd'hui, vous commencez une nouvelle lutte, et nous sommes là. Demain, vous poursuivrez la lutte et nous serons toujours là. En ce 23 mars, votre mobilisation fait écho à la mobilisation nationale des métallos. Celle-ci est elle aussi une lutte pour défendre notre travail. En effet, celle-ci est menacée par la refondation en cours du statut de métallo. Aussi, c'est tous les métallos de France qui mènent des actions sur l'ensemble des territoires. Le climat actuel oblige nos camarades à être sur plusieurs fronts, mais la lutte est la même. Nous sommes tous ensemble pour pérenniser notre travail. J'ai appris de vous durant ces années, et on peut dire que ce travail de fondeur, il vous tient à cœur. Et pour cause, votre premier jour à la Société bretonne de fonderie et mécanique, devenue Fonderie de Bretagne, vous vous en rappelez tous. Et le quotidien vous a forgé un esprit de solidarité, un esprit d'équipe. Un quotidien qui est aussi un travail qui nécessite de faire corps avec le métal en fusion. Dans ce travail difficile, le rire est là. Il tisse du lien entre vous. Le ton devient grave lorsque vous abordez vos luttes passées, comme en 2008.
Et là, ce qui apparaît, c'est la fierté d'avoir été repris par le groupe Renault. À cette lutte, d'autres se sont succédés. À chaque fois, vous avez fait front ensemble pour garder votre travail. À chaque fois, vous l'avez gardé. Et vous avez alimenté votre esprit de fraternité. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle lutte pour vous, puisque le groupe Renault souhaite vendre votre site. On sait la traîtrise du discours. Une étude démontre, contrairement à celle du groupe Renault, que le site de Codan est viable. Il suffit pour cela de rapatrier les volumes de production délocalisés suite à l'incendie et d'investir sur l'avenir de l'aluminium à moyen terme. Ceci est possible. Il manque la volonté des dirigeants, pas celle des salariés. La vente de la fonderie de Bretagne par le groupe Renault vise uniquement à délocaliser la production à l'étranger pour augmenter leurs profits. La menace qui frappe FDB a aussi frappé d'autres fonderies et industries. On connaît le destin tragique de ArcelorMittal, des salariés de Whirlpool et malheureusement de nombreux autres. Aussi, on devine les risques sur l'emploi, sur votre travail, sur notre travail. Puisque un emploi FDB, c'est 4 emplois indirects. De ce fait, toute la région sera impactée. Aussi, si nous, métallos, nous sommes naturellement solidaires, nous appelons l'ensemble des citoyens à s'approprier ce combat. Le combat doit être repris aussi par les élus politiques. En tant que représentants de leur collectivité locale, ils ont le devoir de garantir la pérennité économique de la cité. Ils ont le devoir de mener la société vers une direction plus respectueuse de l'humain et de la planète. Aujourd'hui, nous subissons une pandémie et nous constatons les revers de la mondialisation. Aussi, les délocalisations apparaissent comme des anachronismes. Ce nouveau combat aura pour but de sauvegarder et même de créer de l'emploi, de générer de l'impôt et ainsi amener des moyens plus importants à nos hôpitaux ou autres services publics. Sans oublier les bénéfices pour la planète en relocalisant et éviter les transports inutiles. Je pense que la population est prête à ce virage. Il existe un frein, celui des profits. Le groupe Renault peut et doit montrer l'exemple qu'un nouveau modèle économique est possible. Celui d'un modèle économique plus respectueux des travailleurs et de notre environnement. Bravo, c'est clair, c'est net. Bonjour, donc je suis Denis Bréant et je parle au nom de Frédéric Sanchez, secrétaire général des travailleurs de la métallurgie, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui pour des problèmes de santé. Tout d'abord, je tiens à dénoncer le comportement de l'UEMM, patronat, le syndicat des patrons de la métallurgie. Cela fait maintenant plus de 4 longues années que nous sommes en pseudo-négociation face aux patrons de la métallurgie qui n'ont qu'une motivation, mettre en place une convention collective au rabais où les salariés auraient beaucoup à perdre, comme la prime d'ancienneté, la reconnaissance des diplômes et j'en passe. La FTM, elle, œuvre pour tout le contraire. Nous voulons une convention collective de haut niveau avec des droits et des garanties d'évolution pour tous les salariés. Ce 23 mars, à l'appel de la FTM, partout en France, des rassemblements sont organisés pour créer le rapport de force. Nos conventions collectives, les attaques sur nos emplois, la casse de l'industrie sont autant d'éléments qui doivent faire monter le rapport de force. Depuis plusieurs années, la filière automobile, par des stratégies industrielles dénuées de sens, amoindrit les capacités de production et de recherche, pressure l'emploi et sa qualité dans un seul but, dégager toujours plus de profits pour les actionnaires et les grands groupes. Les baisses de volume de vente de véhicules neufs constatées depuis août 2020 n'ont surtout pas, comme veulent nous le faire croire certains, des causes directes liées à la crise sanitaire. Elle a tout simplement servi d'accélérateur. Des remèdes sont proposés par les pouvoirs publics, charte automobile, engagement pour le développement et les compétences, ou encore dernièrement le plan de 8 milliards d'euros pour la filière automobile avec Macron pour services après-vente. Un constat, la filière continue à se fragiliser de manière inquiétante. En atteste l'explosion des PSE, des délocalisations depuis l'annonce de ce dernier dispositif. Ces aides publiques allouées à la relance du secteur sont détournées par les constructeurs afin d'assurer toujours plus de dividendes aux actionnaires en privilégiant la financiarisation au détriment de l'industrie. Nous sommes très interrogatifs sur un soutien basé uniquement sur des aides publiques au profit des entreprises
sans aucun contrôle ni contrepartie. Tout comme nous condamnons la politique des constructeurs qui poussent à la recherche de la rentabilité immédiate et n'ont aucun scrupule à réduire les effectifs ou à contraindre les sous-traitants de délocaliser ou à s'adapter coûte que coûte. L'annonce récente du plan stratégique de Renault, basé sur l'augmentation de la valeur et des profits au détriment des volumes de véhicules produits et des emplois, n'est en fait qu'une opération de communication dont l'objectif est de répondre aux sollicitations des marchés financiers. En cela, Renault ne change pas de stratégie. La rentabilité et le profit à court terme restent la seule boussole qui les guide. Le dernier plan de soutien de quelques 8 milliards d'euros à la filière annoncé par Macron le 26 mai, sans contrepartie, n'est qu'un leurre. La FDM constate que la filière se trouve malgré tout toujours plus fragilisée. Pour la FDM, leur but premier devrait être de rendre plus accessibles les véhicules en termes de prix et de pérenniser la filière sur l'Hexagone. Nous doutons fortement de l'efficacité d'un soutien basé uniquement sur les aides publiques. Sans contrôle ni contrepartie, nous condamnons la politique des constructeurs qui poussent dans la recherche de rentabilité immédiate. La récente fusion PSA-Fiat Chrysler ne nous rassure pas pour l'emploi. Les fonctions support pourraient être fortement touchées et la chasse aux doublons dans tous les secteurs d'activité, mais aussi chez les fournisseurs, risque de voir le jour rapidement. Les risques de casse sociale sont vraiment réels, d'autant que le nouvel ensemble n'a cessé de revoir à la hausse le montant des synergies escomptées. Beaucoup de faits nous ont déjà fait comprendre que cette fusion est avant tout financière. En atteste le siège social de ce groupe aux Pays-Bas, un pays qui offre de nombreux avantages fiscaux et une réglementation plus souple. Pour la Fédération des travailleurs de la métallurgie, les moyens financiers générés par ce rapprochement doivent servir avant tout à répondre aux nouveaux besoins technologiques, écologiques et sociétaux en investissement dans la recherche, mais aussi dans la formation des salariés. Cela doit également permettre l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance et l'engagement des salariés, notamment par l'augmentation des salaires et des conditions de travail. Le paysage des fonderies aujourd'hui n'est que la résultante de la politique et de la stratégie des donneurs d'ordre menée ces dernières années. Regrouper les sous-traitants pour en faire des soi-disant champions. Or, cela a été un massacre par le passé, pour les salariés et pour l'avenir de la filière. Le capital revient à la charge et c'est toute la philosophie de l'étude faite sur le secteur. Quelques mots sur cette étude. En début d'année dernière, la plateforme automobile a engagé sur le financement de la Direction générale des entreprises, dans le cadre du plan automobile, une étude stratégique sur le secteur de la fonderie. L'étude réalisée par le cabinet Roland Berger dresse un état des lieux chiffré de l'ensemble de la filière fonderie en France. Le rapport a été rendu en juin 2020 à tous les acteurs de la filière, mais également aux différents ministères chargés de l'industrie et de l'économie. Le rapport pointe une suppression de 5200 emplois sur les 13 500 de toute la filière fonderie en France d'ici 2025. D'ailleurs, ce que vous vivez à la fonderie de Bretagne illustre pleinement que cette stratégie est en ordre de marche. D'autres fonderies sous-traitantes, telles que la fonderie SAM de Decazeville dans l'Aveyron, la fonderie MBF Aluminium de Saint-Claude dans le Jura, toutes deux en redressement judiciaire depuis des mois. Ou encore la fonderie du Poitou, dont la fermeture est actée pour juin. Ou bien encore les fonderies intégrées de PSA, qui ont des inquiétudes avec le rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler. Toutes les fonderies françaises sont principalement basées dans les territoires où des bassins d'emploi
qui sont déjà sinistrés avec des restructurations et des pertes d'emplois qui auront pour conséquence la réduction d'un grand nombre de services publics, la fermeture des écoles, la réduction des services hospitaliers ou encore la fermeture de plusieurs commerces dans les villes. Cela contraste avec les propos de la ministre déléguée aux affaires industrielles ou encore du ministre de l'économie prônant la réindustrialisation et la relocalisation d'activités dans le plan de relance. Regardez juste à côté, nous on a les camarades de PSA de la Jeannet qui chôment 2 jours par semaine, tout ça parce qu'il manque de matière électronique. On n'a même plus cette dépendance en France et en Europe. Il est donc capital d'avoir une stratégie industrielle qui réponde aux enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux. Il est nécessaire de replacer l'automobile dans une véritable politique de la mobilité en répondant aux besoins des usagers. Pour la FTM qui soutient le projet de loi des GMS, il ne faut pas laisser les donneurs d'ordre décider seuls de l'avenir de la filière automobile, alors que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la situation actuelle. Travailler à une stratégie pour la production de segment B dans l'Hexagone, c'est possible. Toyota y parvient, pourquoi pas les constructeurs français? L'urgence serait de travailler à un rééquilibrage des volumes et ainsi gommer des non-sens, comme par exemple la Clio et la 208, les 2 modèles de voitures les plus haut vendus en France, alors que pas une seule n'est produite ici. Idem pour les 208 électriques. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que tous les constructeurs font de la pub sur l'écologie et l'usine qui produit la Clio à Bursa, toute l'électricité est faite à partir d'une centrale à charbon. Ne pas opposer les différentes technologies, le tout électrique tout de suite, n'est pas la solution. Les moteurs à base thermique et les moteurs électriques sont complémentaires. Un réel devenir pour les moteurs thermiques, nous pensons qu'il est possible d'utiliser des biocarburants alternatifs pour ces moteurs. Rééquilibrer les volumes de fabrication à travers le monde. Les usines low cost sont chargées à 140%, alors que sur l'Hexagone, on peine à atteindre les 70%. Il faut travailler au rajeunissement du parc. Je rappelle que la France a le parc automobile le plus âgé d'Europe, avec 11 ans en moyenne d'âge. Orienter les aides publiques dédiées aux entreprises vers la consommation, par exemple dans l'automobile, baisse de la TVA pour l'acquisition d'un véhicule neuf, ce qui participerait au rajeunissement du parc. Les voitures de plus de 8 ans sont très polluantes et les utilisateurs, faute de pouvoir d'achat, ne peuvent en changer. Baisser les marges brutes des constructeurs afin que les prix des véhicules répondent aux capacités financières de tout type de clientèle. Valider le projet de loi des GMS, car il ne faut pas laisser les donneurs d'ordre, comme je le disais, décider seuls de l'avenir de la filière automobile et de notre avenir. Mettre en place un moratoire sur toutes les mesures de restructuration, délocalisation et licenciement. Conditionner les aides aux entreprises, dont le chômage partiel, notamment au maintien de l'emploi, celui des salaires et du gel des dividendes. Nous demandons l'instauration d'un droit de veto du CSE sur l'utilisation des aides publiques. Ces pistes ne sont pas les seules qui pourraient participer au redressement de la filière et beaucoup d'autres doivent être réfléchies, comme l'hydrogène par exemple. La FTM se prononce pour l'organisation d'un débat national où chaque acteur aurait un poids réel pour une véritable filière automobile répondant aux besoins de la population. Les prochains jours, prochains mois, malgré une situation sanitaire dégradée, vont être décisifs pour notre avenir. Il nous faut de partout, sur chaque lieu de travail, gagner l'adhésion des salariés au projet de société que nous souhaitons. Un projet, comme je disais, qui réponde aux besoins de la population et non à celui de la finance et des actionnaires. Tous ensemble, solidaires, nous pouvons gagner. Je terminerai par vous informer
qu'une demande de table ronde va être réalisée dès cette semaine par la FTM CGT sur le sujet des fonderies auprès du ministère de l'économie, où nous demandons la présence des donneurs d'ordre. Et pour vous rappeler qu'après le rassemblement aux fonderies de Poitou, nous sommes présents aujourd'hui à la fonderie de Bretagne. Le 8 avril, d'autres actions sont prévues, comme un rassemblement Renault qui sera certainement organisé. Merci, bon courage. Alors, Stéphane Leroux pour l'Union départementale de la CGT. Chers camarades, les salariés de la fonderie de Bretagne contribuent à faire vivre une partie de la population du pays de l'Orient, comme le fait l'Arsenal et la construction navale, les entreprises de l'agroalimentaire, de la chimie ou des portuaires. Et pour toutes ces populations, il y a besoin de services publics, dans l'éducation et la recherche, dans l'entretien des routes, dans la pénitentiaire, chez les pompiers, dans les hôpitaux et les EHPAD, dans l'action sociale, à la poste, chez les électriciens et gaziers. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe ici à la fonderie. Nous sommes ici à Caudan, dans notre territoire, l'endroit où l'on vit et où l'on travaille. Il y a nos vies, nos familles et nos emplois aussi. C'est pour tout cela que l'on se bat. Le pays de l'Orient dispose d'un tissu industriel qu'il faut maintenir et adapter à la transition écologique. Ces emplois d'aujourd'hui seront demain les emplois de nos enfants, à qui vous aurez transmis tout votre savoir-faire. Il est indispensable de pérenniser ces emplois. Il est temps d'adopter un plan en rupture avec les politiques qui nous ont menés ici jusqu'à présent. La conditionnalité des aides publiques à l'emploi trouve tout son sens dans la situation de la fonderie de Bretagne. Renault a touché beaucoup d'aides publiques, ça a été dit, y compris par les collectivités locales du pays de l'Orient. Ces aides versées par les collectivités locales doivent aussi servir à nos emplois locaux. Ils ne doivent pas servir aux actionnaires, ni même à l'État actionnaire. Ces emplois doivent rester ici, à Caudan, et la FDB doit rester au sein du groupe Renault. Ce rassemblement aujourd'hui regroupe beaucoup de salariés et d'autres entreprises, qui pour certaines seront elles aussi et eux aussi mobilisés dans les jours à venir, pour défendre leurs droits et nos conquis sociaux. Les intermittents du spectacle et les privés d'emploi occupent le Grand Théâtre à Lorient et une nouvelle initiative sera prévue demain. Nos camarades retraités se mobiliseront le 31 mars. Le rendez-vous est pris à 10h30 devant la sous-préfecture de Lorient. Et le secteur de la fonction publique aussi sera mobilisé dès le 6 avril. Et ensuite le 8, ainsi que les électriciens et gaziers. Ils seront mobilisés pour célébrer un moment fraternel et revendicatif, le 75e anniversaire de la loi de nationalisation des électriciens et gaziers, pour dénoncer le projet d'Hercule à EDF et le plan d'Iclavadieu à Engie. Ces deux plans n'ont d'ambition que de casser un peu plus le service public de l'énergie à des fins capitalistes. Le rendez-vous est donc donné à la préfecture de Vannes. Les attaques contre le monde du travail continuent, s'accélèrent, comme prétexte le crise sanitaire et le Covid. Mais la lutte s'organise avec les salariés. Nous nous battrons pour maintenir nos emplois. La CGT sera toujours aux côtés des travailleurs pour gagner un avenir meilleur. Vive la CGT! Bonjour à tous. Je suis Alexis Corbière, député, membre du groupe France Insoumise. Et j'interviens après les prises de parole fortes
les différents responsables syndicaux de la CGT, Maël, Jean-François, je ne vous citerai pas tous. Je pourrais dire que l'essentiel a été dit et bien dit. Et je voudrais commencer mon propos par là. Merci et bravo à la CGT d'organiser ce rassemblement. Merci à vous tous d'être venus nombreux. Et je vois à travers les drapeaux qui flottent que beaucoup d'autres organisations syndicales sont représentées. Des amis de Sud, de la FSU et de différentes organisations qui se rassemblent. C'est le cas aussi d'organisations politiques. Je ne vais pas toutes les citer, des drapeaux de lutte ouvrière, du Parti ouvrier indépendant, du Parti communiste français, du NPA. L'occasion de saluer Pierre Leménès, figure de la lutte, je m'en souviens, face à Nicolas Sarkozy en 2008, où déjà, sur le plan national, tu mettais la lumière sur les luttes qui étaient menées ici. Mon propos est donc, par ma simple présence symbolique, d'apporter un soutien, une solidarité avec la lutte qui est en cours. Bien sûr, la lutte est locale. Bien sûr, elle a une dimension régionale, bretonne, lorientaise. Mais c'est une lutte nationale. C'est un combat national qui s'engage. Les camarades l'ont dit clairement. Car il y a dans ce qui se prépare tous les problèmes du moment. Je dis bien tous. Les leçons qui devaient être tirées de la crise du Covid, y compris par le gouvernement, étaient de dire qu'il faut réindustrialiser ce pays. C'est M. Castex et M. Le Maire qui l'ont dit. Oui, ils avaient raison. On vous a présenté un plan de 100 milliards d'aides, soi-disant pour participer à la réindustrialisation du pays, et notamment pour permettre des relocalisations. Car nous étions arrivés dans une situation pitoyable où il y a un an, la simple production de masques n'était même plus organisée sur le territoire national. 100 milliards, disait-on. En vérité, ces 100 milliards n'étaient pas une aide véritable, mais seulement 1% de ces 100 milliards ont été utilisés pour des relocalisations. Tout le reste était caisse-brouffe. En vérité, addition des chiffres déjà annoncés, prêts au niveau européen que nous devrons rembourser. C'est ça qu'il y a dans le dossier aussi qui est en cours. Il y a eu gaspillage d'argent public. Ça a été pointé par les camarades. De l'argent public, de nos impôts, ont été donnés à beaucoup d'entreprises, et notamment à Renault, sans condition de maintien des emplois, sans condition. Nous ne pouvons plus accepter cette situation, car c'est ça qui se passe ici. Mais c'est ça qui se passe au groupe Carrefour, qui se sont mobilisés. 640 millions de profits l'année dernière, parce qu'il y a aussi des profiteurs de la crise Covid. 400 millions reversés en dividendes aux actionnaires, et 4300 emplois licenciés. C'est aussi le cas à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, nous étions mobilisés l'autre jour. Il y a près de 30 000 emplois, 30 000 emplois dans le bassin, autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc faisons en sorte qu'il n'y ait pas, après la troisième crise de l'épidémie du Covid, une quatrième crise sociale terrible, qui risque de briser encore plus ce pays. Alors que faut-il faire? L'inverse de ce que fait actuellement ce gouvernement. Ça a été dit très clairement par les représentants syndicaux. Aucune aide publique qui n'est pas conditionnée au maintien de l'emploi. Aucune aide publique. Et ceux qui licencient doivent rendre l'argent. Deuxièmement, nous devons effectivement organiser une claire planification des choses. Organiser, relocaliser l'économie, oui. Éviter le grand déménagement en planète permanent à travers le libre-échange, qui est aussi une des causes de la circulation du virus. Réarmer notre industrie et d'ailleurs aussi défendre nos services publics hospitaliers si malmenés dont on voit les conséquences aujourd'hui. Parmi les propositions que nous faisons, il y a notamment la mise en place d'une mesure de protectionnisme solidaire. De quoi il s'agit? De l'impossibilité, comme le groupe Renault est en train de le faire, de délocaliser éventuellement une industrie pour aller produire dans un pays où les salariés sont payés moins cher et où la fiscalité est moindre. Des mesures de protectionnisme solidaire feraient que si des produits sont produits ailleurs dans des conditions écologiquement moins bonnes qu'ici, dans des conditions sociales moins bonnes qu'ici, eh bien ils seraient taxés pour faire en sorte que ce libre-échange ne vienne pas détruire nos emplois. Il est temps d'agir très clairement par des mesures. Et le combat qui s'ouvre ici, qui, comme je l'ai dit, venant s'additionner à d'autres combats, doit permettre cela. Alors je sais, il y a 350 salariés qui sont directement visés. Je leur apporte tout mon soutien. Il y a près de 1000 emplois qui sont en jeu.
tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui sans doute prennent leur engagement par leur seule présence que nous allons continuer à combattre à leur côté. Nous allons faire entendre cette lutte dans tout le pays. Et je prends l'engagement que nous la ferons entendre aussi, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Nous allons interpeller M. Bruno Le Maire, qui disait, je le cite, en mai 2020, notre objectif est la souveraineté économique de la France. C'est ce que disait le ministre il y a peu de temps. En septembre dernier, il disait, ces 10 milliards sont débloqués pour apporter un soutien aux entreprises et aider à la relocalisation. C'est là-dessus que M. Le Maire, soi-disant, a présenté ces mesures. Et c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à la presse qui est là. À l'attention de la presse d'ailleurs, pas celle qui est venue ici. Mais la grande radio de service public, plutôt que de donner la parole à votre ancien patron, vous savez, celui qui a illustré Renault Capture et Renault Évasion dans une même mésaventure. Mais plutôt que lui donner la parole pour savoir dans quel mal il a pu s'échapper, donnez la parole aux salariés, donnez la parole à Maël Le Goff. Faites-le parler dans une grande radio du service public pour qu'il dise vraiment ce qui se passe aujourd'hui à Renault. Parce que tout le monde se sentira concerné. Voilà les amis, merci à tous, bravo. La lutte va payer, on va gagner. Car ce qui se passe ici est inacceptable. Ce qui se passe ici n'est pas tolérable pour le pays. La lutte est juste, vous avez raison. Gloire à vous et à bientôt. C'est un camarade, il n'a pas infecté. Pardon. Je peux parler après lui, il n'a pas de micro. Peut-être le masque quand même. Il devrait l'enlever pour parler. Ah, ouais. Merci. Pas besoin de désinfecter les micros, on n'a pas de microbes entre nous. Mes chers amis, mes chers camarades, qu'est-ce que je suis content d'être avec vous pour vous apporter le soutien du Parti communiste français et de l'ensemble de nos parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je suis député du Nord, député d'une région industrielle, député où il y a MCA Maubeuge, Renaud Douai. Je sais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et je voudrais commencer par apporter toute ma solidarité aussi aux salariés des fonderies du Poitou, de ceux de Decazeville, du Jura, réunis et qui sont aussi ici présents avec vous, et saluer véritablement le travail que fait votre syndicat, la CGT, Maël Le Goff. Bravo, bravo pour cette initiative que vous avez prise aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aussi à celles et ceux qui ne savent pas ce que vous faites dans cette usine, c'est que les hommes et les femmes qui travaillent ici, à la fonderie de Bretagne, travaillent durement. Et ces dernières années, ils ont dû accepter de nombreux sacrifices en ayant le chantage de l'emploi et l'éventuelle garantie de leur travail. Ils me disaient quelques minutes avant que je prenne la parole qu'ils ont dû accepter de travailler postés avec moins de temps de pause. Et les ouvriers qui travaillent la nuit, qui travaillent de 22h à 6h du matin, n'ont que 2 fois 10 minutes de pause pendant cette nuit. Ils auront supprimé les temps supplémentaires de pause, les TSP, 30 minutes en moins de pause la nuit. Ils ont vu 12 jours de RTT supprimés. Voilà les efforts et les sacrifices qu'ils ont dû accepter en échange de garantie de l'emploi pour au final aujourd'hui avoir un groupe et des actionnaires qui leur dit que tout compte fait, il coûte trop cher. Voilà la réalité de la lutte des classes qui se mène dans ce pays. Eh bien nous aussi nous allons la mener, cette lutte des classes, et nous ne laisserons pas faire. Les actionnaires du groupe Renault ont fait un choix. Ils ont fait le choix de profiter de cette crise. Franchement, le MEDEF est devenu partenaire du coronavirus. Et les actionnaires de Renault avec. Ils ont décidé de délocaliser en partie à l'étranger ce que vous faites ici. La production de la fonte en Turquie, en Roumanie, en Slovénie. Ils disent qu'ils vont mettre un nouveau véhicule sur le marché français. Une Dacia Spring électrique. Merveilleux. Elle serait produite en Chine.
En Chine, vous imaginez le bilan carbone d'une voiture électrique produite en Chine et qui reviendra en France sur des porte-conteneurs hyper polluants. C'est du grand n'importe quoi. Eh bien, nous devons donc tous nous mobiliser dans notre grande diversité, quelles que soient nos opinions, nos engagements politiques, syndicaux, tous nous devons être unis pour ne plus céder à ces chantages à l'emploi et pour nous battre pour un autre projet de société pour notre pays qui nous garantisse de maintenir en France notre industrie, nos savoir-faire, nos compétences et qui garantisse un avenir à notre jeunesse. En venant d'ici, je regardais sur le site du groupe Renault ce qu'il pouvait encore dire sur les fonderies de Bretagne. Il est écrit, je cite, entre les guillemets, les fonderies de Bretagne, c'est un acteur majeur de l'économie en Bretagne Sud. C'est encore écrit. Ils n'ont véritablement pas honte de ce qu'ils font. 20 000 tonnes de fonte sont produites ici dans cette usine qui est aujourd'hui 100% Renault. Cette usine doit rester 100% Renault. Ils ont déjà fait le coup en 98 et grâce à votre lutte, grâce à votre détermination, vous avez réussi à changer ce qu'ils avaient décidé. Et cette usine est redevenue 100% Renault. Eh bien, c'est aujourd'hui le même combat que vous devez mener tous ensemble dans votre grande diversité. Une nouvelle page est en train de s'écrire pour votre usine, pour votre avenir. Tout dépend de qui tient le stylo. Les actionnaires ont écrit les premières lignes. Il vous revient à vous d'en changer le cours et de faire en sorte que cette usine continue de produire ici et voit même sa charge de travail augmenter pour embaucher, car c'est possible. Et c'est à ce niveau-là d'ambition que nous devons porter le combat pour votre région et pour l'emploi. Oui, il faut réussir véritablement à reprendre la main sur l'outil industriel. Il ne leur appartient pas, l'outil industriel. Les machines, ce que vous faites ici, ça vous appartient. Ça appartient au pays, ça appartient à la nation. Une partie a été quand même amplement financée par l'argent public quand même. Cet argent public, celui de l'État, celui de la région, celui du département ou du pays de l'Orient, c'est votre argent, c'est l'argent des contribuables. Nous avons un droit de propriété sur ces machines et nous devons tout faire pour qu'elles restent ici. Renault et l'État actionnaire du groupe Renault, sont complices de ce qui est en train de se faire ici, avec Carlos Ghosn d'abord, et aujourd'hui Lucas Di Meo. Ils ont décidé de délocaliser à tout va. J'ai parlé de la Dacia Spring électrique qui est en projet. Mais il y a aujourd'hui même, en ce moment même, 240 000 véhicules Renault et 141 000 véhicules Dacia produits en Turquie, en Slovénie, en Roumanie, en Espagne, puis réimportés en France. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens pour l'emploi. Cela n'a pas de sens pour le climat. Cela n'a pas de sens pour l'avenir de l'industrie de notre pays. C'est bien pour ça que ce que nous réclamons, nous, parlementaires communistes, et avec d'autres, ce que nous demandons, c'est de réimporter en France la production de ces véhicules. L'objectif que nous devons nous fixer, c'est que la production de véhicules de Renault en France ne doit pas être de 700 000 comme aujourd'hui. C'est 1 million de véhicules que nous voulons produire en France. C'est comme ça que nous donnerons un avenir à l'emploi dans notre pays. Franchement, quand je dis que l'argent public, c'est notre argent, nous devons avoir un devoir de contrôle sur son utilisation. Mais il y a aussi les richesses que vous produisez quand même. Parce que quand le groupe Renault, depuis 2013, distribue 4,8 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, dont l'État, cette richesse-là, elle n'est pas tombée du ciel. Elle provient de votre travail, de vos efforts, de votre sueur.
C'est vous qui avez produit ces richesses. Et c'est donc à vous qu'elles doivent revenir. C'est pour ça que nous disons que les logiques de profit, les logiques de distribution de dividendes, quand en plus notre pays traverse une difficulté comme celle que nous traversons aujourd'hui, ces profits, ces dividendes doivent être interdits. Avant cela, il faut exiger d'un groupe qu'il s'engage à relocaliser ses productions, à former les jeunes salariés, à faire en sorte que l'on produise en France ce que l'on a besoin en France. C'est ça le slogan que nous devons porter tous ensemble. Parce que quand nous disons produire en France, c'est parce que nous voulons avoir en France une industrie à la hauteur de nos besoins. Vous voyez, pour nous, l'industrie, c'est la vie. Derrière chacune et chacun des emplois qu'il y a ici, les 350 salariés, ces 350 familles, l'industrie, c'est la vie. Et un pays sans industrie est un pays sans avenir. C'est donc un enjeu stratégique déterminant pour l'avenir, de tout faire pour défendre son industrie, la développer, tout faire pour relocaliser les productions et relocaliser la production de véhicules. Produire en France, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat et c'est bon pour l'État. Oui, c'est bon pour l'emploi parce que non seulement ce sont des emplois maintenus, mais des emplois à créer, à conquérir. Nous devons offrir un avenir à tous ces jeunes qui cherchent du boulot en ce moment. 1 million de jeunes aujourd'hui sont sans solution, sans travail, sans formation. Eh bien, il y a chez vous des perspectives d'emploi pour eux. Ouvriers, cadres, ingénieurs, techniciens, pensons à notre jeunesse. Oui, l'avenir c'est bon pour l'emploi. L'industrie c'est bon pour l'emploi. L'industrie c'est bon pour le climat. Parce que tout ce que nous produirons ici aura un carbone qui sera beaucoup plus positif que ce qui est produit loin de chez nous. Ça a été dit précédemment. Les voitures qui sont produites en Turquie, en Slovénie, en Espagne, elles sont produites avec de l'électricité qui provient des usines à charbon. Ça ne peut pas marcher. Tout le monde parle du climat, de l'écologie. Mais la réalité, elle se produit, elle se fait ici. Et ici, nous avons la production d'électricité la moins chère et la plus décarbonée de toute l'Europe grâce à nos centrales nucléaires. Nous avons donc la possibilité ici de produire les voitures les moins carbonées de toute l'Europe. C'est une chance dont il faut se saisir. Et c'est pour cela que nous devons nous battre pour produire ici les véhicules dont nous avons besoin. Et puis enfin, quand je dis que l'industrie c'est bon pour l'État, c'est bien parce que quand une industrie, qu'une usine fonctionne et tourne dans notre pays, elle apporte des recettes fiscales, elle paye des impôts cette entreprise, elle rapporte des recettes à l'État, elle rapporte des recettes à la région, au département, aux communes. C'est donc de l'argent utile pour investir dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services publics. C'est tout cela qu'il faut savoir retrouver dans notre pays. Ce grand combat, nous pouvons le porter ensemble. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener une lutte qui est belle, qui est noble, qui est juste. Nous serons avec vous pour mener ce combat et le porter au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Nous ne lâcherons pas. Et je peux vous dire qu'en tant que député de la nation, je serai avec vous et nous placerons cette usine sous la protection de la République. Chers camarades, chers camarades, bonjour à tous. Je suis Pascal Lemanac et je suis ouvrier à Renault-Cléon. Et donc je vous apporte le salut fraternel des travailleurs et des militants CGT de Renault-Cléon. Vous n'êtes pas seuls, et ça se voit aujourd'hui. Comme d'autres l'ont dit avant moi,
c'est l'ensemble du patronat qui attaque l'ensemble du monde du travail. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui où on apprend soit sa fermeture, soit des licenciements, soit des suppressions d'emplois. En particulier dans l'automobile. À Renault, la direction du groupe veut supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Et cela dans toutes les catégories, aussi bien dans la production parmi les ouvriers, parmi les techniciens, parmi les ingénieurs. Les licenciements, ils ont déjà commencé. Vous-même, vous le savez, dans toutes nos entreprises, il y a des dizaines de milliers de camarades intérimaires qui sont licenciés. Des centaines de camarades prestataires qui sont licenciés. Ce sont aussi des camarades des entreprises extérieures qui bossent dans nos sites, à qui ils le voient tous les jours, ce sont des suppressions d'emplois. Tout ça dans un groupe, Renault, qui a des milliards. Ils veulent faire le ménage également dans les filiales. Et on le voit justement avec des attaques contre les travailleurs de la fonderie de Bretagne. Mais également chez les sous-traitants. Je pense aux camarades de la fonderie du Poitou, aux camarades de la SAM, aux camarades de Bosch et de Rodez. Et la liste serait longue. Partout, on nous attaque à coups de suppression d'emplois. Et Renault est une entreprise riche, riche à milliards. Comme l'ont dit d'autres, c'est 16 milliards de liquidités que Renault a dans ses poches. Même la banque de Renault a également des milliards dans sa poche. Oui, c'est dans toute l'automobile que l'on voit des fermetures d'entreprises, des licenciements, des suppressions d'emplois. Les camarades de PSA, aujourd'hui, sont aussi en bagarre, puisqu'il y a une de leurs usines qui risque demain de fermer. Alors, au niveau de l'automobile, je parle là seulement de l'automobile, on pourrait parler de l'ensemble du monde du travail. Eh bien, dans l'automobile, on est des centaines de milliers de travailleurs à bosser quotidiennement pour enrichir cette minorité de parasites que sont les grands actionnaires. Eh bien, à des centaines de milliers, on représente une force irrésistible. C'est nous tous qui produisons les richesses pour cette minorité. Eh bien, comme d'autres l'ont dit, évidemment c'est une question de lutte. Vous le savez bien, tous ici, que tout ce que les travailleurs ont obtenu, c'est toujours par la lutte. On ne nous l'a jamais donné. Eh bien, face aux suppressions d'emplois, aux licenciements, aux fermetures d'entreprises, je pense à Renault Choisy également. Eh bien, il faut que nous tous, l'ensemble du monde du travail, de l'automobile, on construise un rapport de force. Car ce n'est pas entreprise par entreprise, ce n'est pas site par site qu'on arrivera à les faire reculer. Faire l'album photo pour Jordan et j'ai pris en photo toutes les corporations. A parlé d'une action Renault le 8 avril. Elle est belle la photo. Eh bien, je pense que le 8 avril, comme aujourd'hui, ça doit être le début d'un combat acharné de l'ensemble des travailleurs de l'automobile pour faire reculer tous nos patrons. Attends, il manque une photo. Alors camarades de la fonderie de Bretagne, je vous souhaite bon courage. On est avec vous et j'allais dire même, on est tous ensemble face à nos patrons. Là, Janine, elle est heureuse. Très bien ton live. Et puis et après, j'ai au moins une centaine de photos pour faire un album. Et j'ai prévenu les gens qui tu étais. Il y en a des gens qui sont abonnés en direct. Et tous les autres, ils vont aller dessus aussi pour récupérer, pour faire des photos ensuite. Donc tu vas avoir des abonnés aussi aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris une photo, j'ai dit qui tu étais et où aller te chercher. Oui. Bonjour à tous. Moi je suis Olivier Augustin de Renault Club, délégué CGT. Il est avec un micro, à mon avis, un journaliste en plateau qui est en
train de me J'apporte poser des le questions. soutien Je des sais pas quelle travailleurs de télé c'est. Flins et surtout de tous les travailleurs de Flins qui sont en colère aujourd'hui par rapport à la politique que mène Renault. Comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, les attaques, bien sûr, elles ne concernent pas que Flins, elles concernent les fonderies de Bretagne, elles concernent Nardy, Choisy et la liste de toutes les usines, de tous les établissements aujourd'hui est de plus en plus longue, contre lesquels la direction et les patrons de Renault attaquent. Alors nous, à Flins, on est un peu dans la même situation que vous. Depuis des mois, les patrons de Renault, ils nous font lanterner. Depuis des mois, ils nous racontent tout et n'importe quoi. Et du coup, à Flins, là, ils viennent d'annoncer la fin de l'assemblage des bagnoles. Alors, ça fait des années qu'ils, soi-disant, promettaient une future voiture, une future plateforme, et tout ça, c'était que du baratin. Nous, on l'a dénoncé. On a dit aux gars, aucune confiance dans le discours de la direction, car ils jouent la montre. Parce que pendant ce temps-là, eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment par dizaines, par centaines des emplois dans l'usine. Et bien sûr, dans le groupe, ce sont des milliers d'emplois qui sont supprimés. Là, les 4600 suppressions d'emplois, eh bien ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et dans le monde, c'est moins 15 000. Ça, c'est inacceptable. Alors, du coup, eh bien, nous, ce qu'on dit dans l'usine, c'est quelle que soit l'activité, quel que soit le modèle de voiture qui est produite, quel que soit ce qu'ils nous promettent, en tout cas, aucune confiance dans la direction de Renault, aucune confiance dans les patrons de Renault. Et ce qu'il faut absolument mettre en avant, c'est le maintien de tous les emplois et des salaires. Ça, c'est important et c'est la seule garantie d'avenir pour le monde du travail et de chez Renault, comme d'ailleurs, comme l'a dit mon camarade Pascal tout à l'heure, dans beaucoup d'autres entreprises aussi. Nous, c'est vraiment cette perspective-là qui est urgente à défendre. Voilà, donc je repasse le bonjour et surtout la solidarité des travailleurs de Flins à tous les travailleurs des fonderies ici, quoi. Chers amis, chers camarades, je vous apporte les salutations chaleureuses et fraternelles du NPA, de ses porte-paroles Christine Poupin et Philippe Poutou, et bien évidemment d'Olivier Besancenot, qui est venu souvent ici et qui est vraiment désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Après tant d'années de lutte, cela fait drôle de se retrouver une fois de plus ensemble contre le bradage de l'entreprise et les graves menaces pour l'emploi de celles et ceux qui y travaillent. Une fois de plus, vous avez raison de dénoncer le lâchage de Renault, mais nous devons nous souvenir des magnifiques luttes de la SBFM et nous dire qu'il n'y a pas de fatalité. La détermination et l'unité ont toujours été la clé des victoires ouvrières. Oui, aujourd'hui, l'arnaque est énorme. La direction Renault n'a pas changé d'orientation. En mai 2020, elle savait qu'elle lâcherait la fonderie. C'est une arnaque et vous avez raison de le dire. Alors oui, il faudra que se mette en place un large mouvement de soutien et de lutte pour obliger Renault à revenir sur sa décision. Et nous y serons. Comme il faudra, avec la CGT et les autres syndicats, une alliance entre l'ensemble des travailleurs de Renault contre les plans de réduction d'effectifs et le bradage de l'entreprise. Oui, le mouvement de lutte doit s'ancrer à la fonderie. Les résistances locales, par site, par groupe, sont indispensables. Mais face à ces attaques globales, la mise en commun des mobilisations est un objectif difficile mais vital. Que ce soit avec les autres fonderies, les autres Renault, avec la SAM de Decazeville, de Bosch à Rodez et de bien d'autres secteurs. Alors, tout cela ne se décrète pas,
mais ça se construit ici, maintenant et ailleurs. Et nous refusons le prétexte de la crise sanitaire pour nous faire avaler les fermetures d'entreprises, les suppressions de postes, les licenciements. Le capitalisme veut nous faire payer sa propre crise alors qu'il continue à se gaver de ses profits. Parce que toute votre histoire et vos luttes l'ont largement démontré, nous avons toutes et tous confiance dans votre capacité à résister et à proposer des solutions viables et pérennes. Alors, en ce jour, comme le disait et le dit toujours notre camarade Pierre Le Ménaès, on ne lâche rien jusqu'à la victoire toujours. Bravo à vous camarades et merci pour votre et vos mobilisations et résistance. Bon alors qui c'est qui prend la parole? Sud. En fait c'est Sud secondes en disant allez Je vais arrêter là de toute façon. Bonjour à toutes et à tous. On est venu à quelques-uns de région parisienne. On est Renaud, Christian et moi du Technocentre. On est 14 000 et des copains et des copines de l'Hardy qui sont timides, qui sont pas là. Au Technocentre aussi et à l'Hardy, il y a des luttes actuellement. Il y a eu jeudi un débrayage, 150 personnes à Aubevoie et 300 personnes à l'Hardy qui se battent contre l'externalisation d'un service complet. Renault a décidé de supprimer 4600 emplois sur la France et 2500 emplois dans l'ingénierie. On va pas laisser faire ça. Qui c'est les sangsues? Qui c'est qui ponctionne le travail des salariés? C'est Deméo, c'est Madame Delbos, c'est comment il s'appelle? Je sais même pas les noms. C'est de l'osmosos. Ces gens-là sont des sangsues. Ils vivent sur notre dos. Vous bossez, c'est nous qui bossons, c'est nous qui faisons la richesse. Nous, on n'a pas besoin d'eux, eux ont besoin de nous. Et pourquoi on se bat pour que la SBFM reste dans le giron de Renault? C'est pas parce que nos patrons on les aime, c'est parce que la SBFM nous appartient. C'est nous qui faisons la richesse. La SBFM et Renault appartient aux salariés, à ceux qui font la richesse. Je le répète, je sais que je le répète, mais c'est nous qui avons raison. C'est eux les sangsues, c'est eux qu'il faut foutre dehors. Donc on va se continuer à se battre, que ce soit sur les sites d'ingénierie, que ce soit sur les sites de production. Et il n'y a pas que Renault qui doit se battre. Plein de boîtes ont été citées, les fonderies du Poitou, la SAM à Vivier dans l'Aveyron, Bosch Rodez, mais aussi la fonderie Villers-la-Montagne qui est ancien du groupe Arche, la CIFA à Orléans. Il y a toutes les fonderies qui se battent en France actuellement et il faut rester tous unis, tous se battre ensemble avec les fonderies, la métallurgie, mais pas seulement. Il y a les gens de la santé qui se battent, il y a la poste qui se bat, il y a l'éducation qui se bat. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. C'est des sangsues, c'est des bulldozers, on va leur écraser la gueule. Si je vais faire court, donc je suis de l'Hardy, le même centre, enfin un centre d'ingénierie aussi, et on est en effet en lutte, comme vous, on est en lutte contre une externalisation. C'est très clair pour nous. Pour l'instant, il y a 27 salariés Renault qui seraient externalisés, qui seraient vendus avec la maintenance. Ce ne serait qu'un début. Et les 1500 salariés de l'Hardy se sentent directement concernés. Cette mobilisation, elle n'en est qu'à ses débuts. Mais bien sûr que si elle converge avec celle des Fonderies de Bretagne, si elle converge avec celle de Flins, elle peut tout changer. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, ce que les salariés Renault de l'ingénierie, ce que même les ingénieurs ont compris, c'est qu'il n'y a rien qui les protège que la mobilisation. Ni leur statut de Renault, ni leur diplôme d'ingénieur. Rien de cela ne peut les protéger des coups des patrons. La seule chose qui peut les protéger, c'est leur mobilisation et la convergence de toutes les luttes pour changer la donne. Merci. Je voulais profiter du live aussi pour vous montrer le savoir-faire de la fonderie de Bretagne. On va conclure ces interventions. Premièrement, je remercie tout le monde, salariés,
retraités, population du bassin lorientais, toutes les parties prenantes, merci à vous. C'est que le début d'une mobilisation, qu'on soit bien clair, avec un seul objectif, rester dans le groupe Renault, prouver que Fonderie de Bretagne... Le savoir-faire à la française, voilà, ça, faut le partager aussi. Donc voilà, maintenant c'est la première journée. Et il faut le sauver surtout. Il y a 5 mois devant nous. On n'a pas envie d'attendre 5 mois pour avoir notre réponse. Donc je pense qu'il va falloir aller la chercher. Donc merci à vous et on continue. Et on lâche rien. À bientôt. Juste pour information, il y a une caisse de solidarité qui est présente là-bas sur le parking à vélo. On a investi pas mal pour cette journée, donc n'hésitez pas à faire un geste. Merci. Voilà les amis, écoutez, ça se termine là sur la fonderie pour l'instant. Donc je vais couper le live, préserver de la batterie parce que je vais aller faire un petit tour au théâtre, voir comment ça se passe. Donc merci à tous d'avoir suivi le live, merci de me faire confiance. Voilà, partagez, likez un maximum. On se retrouve très très vite et n'oubliez pas, hein, si cette page elle existe aussi grâce à vous et je vous en serai jamais assez reconnaissant. Voilà, merci à tous et je vous dis sûrement à tout à l'heure au théâtre. Allez, bisous.